pour débuter cette émission, nous accueillons Jacques au 39 21. Bonsoir Jacques. Oui, bonsoir, bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci Merci, d'avoir merci à vous. patienté hier soir et j'ai préféré que nous différions votre appel à ce soir parce Bon, que je me couche tard, cela c'est aurait pas été... gênant. Bon, très bien. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Jacques? Donc j'ai 71 ans et je vous appelle de Lyon. Voilà, D'accord, je suis un Lyonnais. très bien. Lyon qui fait une belle partie encore ce soir. Je ne sais pas si vous Oui, êtes très foot, mais je bon. suis très, très, très foot, mais comme il mène 3-1, je me dis, bon, voilà, c'est plus l'essentiel est fait, Oui, donc l'essentiel est fait. L'essentiel est je peux fait. parler à Olivier. Bien, très bien. Voilà. Donc, Pour ma part, moi qui suis parisien, rien n'est fait, si vous voulez. ah, d'accord. Bon, on va essayer de trouver une autre émission pour en débattre. Alors, dites-moi ce qui vous amène, mon cher Jacques. Alors écoutez, je vous écoute assez souvent et la semaine dernière, je vous ai écouté lorsque vous avez reçu un monsieur qui a perdu son épouse, qui était assez effondré. Je crois que son épouse était cancéreuse et j'ai réagi par rapport à cet auditeur. Donc moi, je suis veuf depuis l'âge de 59 ans. Donc je vous ai écrit de suite. Je mourrais d'envie que vous lui posiez la question de savoir s'il avait préparé le départ de son épouse, s'il s'était parlé, si en fait il avait eu le temps de lui dire au revoir. S'il était croyant, même de lui dire on va se rejoindre plus tard. Est-ce qu'il avait eu le temps de pardonner son épouse, parce qu'un couple, il peut y avoir aussi débat. Si son épouse lui avait pardonné également, s'il avait mis de l'ordre dans ses affaires. Parce que pour moi, me concernant, rien n'a été possible. En fait, le départ de mon épouse a été brutal parce qu'elle s'est suicidée. Ah, ah bon. Donc j'ai quelque part entre guillemets, j'envie, hein, mais enfin c'est vraiment entre guillemets, ceux ou celles qui peuvent se dire au revoir, ceux qui peuvent se dire adieu. Encore une fois, j'ai pas pu le faire. Et je savais qu'elle voulait mourir. Elle me l'avait dit. Pour quelle Euh, raison voulait-elle mourir? je n'en sais toujours rien. Elle m'a dit une fois, la semaine dernière, j'ai failli le faire. Pour moi, c'était inconcevable. Donc, elle me prévenait en plus. Je voyais qu'elle avait un mal-être, mais je pouvais pas imaginer une seconde qu'elle passerait à l'acte, qu'elle le Oui, ferait. oui, oui. Même si je le redoutais, c'était pour moi impensable. Et puis en plus, je lui disais, c'est pas très malin de se supprimer dans la mesure où en fait, ce sont ceux qui restent qui souffrent. Pas toi. Si tu t'en vas, tu souffriras plus. Et pourtant, nous avions tout pour être heureux. Des moyens financiers, une belle maison intramuros à Lyon, 2 filles diplômées, moi à la retraite dans peu de mois. J'étais cadre dans une grosse société. Mais elle avait une espèce de mal-être inexpliqué Oui. et elle disait qu'elle n'était pas heureuse, qu'elle voulait mourir. Elle était incapable de répondre. Autant moi, je suis dans la parole, je vous expliquais pourquoi, puis surtout comment je m'en suis sorti. Mais elle me disait, je sais plus, j'ai plus envie de mourir. Et j'ai vécu comme ça quelques années avec cette angoisse, en surveillant le tube d'hypnotique à l'époque qu'elle avait dans sa table de nuit avec son comprimé qu'elle prenait comme ça au compte-gouttes chaque soir avant de s'endormir. J'avais cette angoisse. Je lui avais même dit si, compte tenu de ce que tu me dis, si ça t'ennuie pas, je vais le garder et puis je te donnerai un comprimé de temps en temps, enfin le soir quand on a besoin. Et puis un matin, elle l'a fait. Elle l'a fait, donc on habitait dans une grande maison. Moi, j'étais au sous-sol en télétravail déjà à l'époque, il y a une douzaine d'années. Et vers midi, je monte pour notre repas. Et là, je la découvre au premier étage, dans une chambre. Pas dans notre chambre, mais dans la chambre, pardon pour les détails, mais c'est vrai que d'en parler, même quelques années après, ça me fait Oui, du bien. oui. Je la découvre accrochée à une poignée de fenêtre avec la ceinture de son peignoir. Et là, je réalise, je dis, elle l'a fait. Voilà, elle l'a fait. Chaque fois, pour moi, c'était inconcevable, je vous l'ai dit, mais là, je dis, elle l'a fait. Donc, je la décroche,
j'ai eu du mal à le faire. Le nœud était serré. Elle tombe par terre brusquement. Je lui fais du bouche à bouche. Je panique. Je crie, j'appelle le SAMU, je savais plus si c'était le 15, le 17. Bon, maintenant, avec l'épisode Covid, on sait que c'est le 15, mais à l'époque, bon, c'était un peu confus. Je tapote les joues, je vais chercher de l'eau, je mets de l'eau dans son visage. J'appelle, je crie, puis le SAMU arrive. Le SAMU arrive, bon, elle était devant moi, presque vivante, endormie, normale, quoi. Oui, oui. Je la vois, j'ai eu le temps de. Je lui ai fermé les yeux et puis je vois les médecins qui s'affairent autour d'elle. Et je me dis, bah, c'est pas possible, elle va se réveiller, il va y avoir un miracle. Je guette ses yeux que j'ai refermés avant qu'ils s'ouvrir. Je vous Bon, entends moins bien, Philippe. Je vous entends moins bien. vous Voilà. m'entendez mieux là? Oui, là, ça va mieux. C'est Jacques. Hein. Jacques, pardon, je vous appelle. Oui, ça va beaucoup mieux, moi. Excusez-moi. Je me disais qu'il y avait peu de chance et puis les réanimateurs qui s'acharnaient sur elle avec des massages, des injections, etc. m'ont fait comprendre qu'il y avait plus trop de chance et puis j'ai senti son corps qui se refroidissait et puis là, à leur demande, je me retire, ils me mettent dehors de la chambre quoi, carrément. J'espère toujours un miracle et comble du malheur, la police arrive. Et là, c'est quelque chose d'effroyable, quoi. C'est un départ, c'est violent, c'est un départ brutal. La police arrive, on m'interdit de rentrer dans la chambre, et puis j'attends dans un coin de la maison que tout ce petit monde s'affaire au premier étage. Entre-temps, une de mes filles est arrivée. J'entends son hurlement et j'ai compris que tout était fini. Mon Dieu. Et Oui. là, elle est morte. On a pris un petit déjeuner à 9h ensemble. Je travaillais en bas et à 11h, elle est plus là. Et je vois ce corps enveloppé dans un sac blanc comme un sac de pommes de terre, quelque chose comme ça, enfin un vulgaire sac blanc. Dans mon esprit, c'était ça, bien entendu, qui descend l'escalier pour quitter la maison et qui s'engouffre dans l'ambulance. Et le matin, j'étais dans une vie, je vivais pas ici, et puis là, je bascule dans un autre monde, et je prends mon téléphone. Alors c'est assez curieux, j'informe les parents, j'informe les amis, euh, presque pour me convaincre, quoi, pour me dire, voilà, je vous annonce qu'elle est morte, c'est pour bien me faire entrer dans le crâne qu'elle était plus là. J'entends encore des étranges sensations. J'entendais des cris, des pleurs au téléphone, et c'était à la fois une confirmation de sa disparition, et je cherchais un partage aussi de ma douleur, quoi, en même temps qu'une immense tristesse. Donc voilà, j'ai ensuite, bon ben, je passe les détails, je passe les périodes, mais j'ai commencé à être, bon, les funérailles ont eu lieu, etc. Bien entendu, enfin, une semaine horrible je peux pas y croire, je suis révolté, j'ai honte, j'ai peur, je me sens coupable, personne ne peut comprendre, elle souffre plus, voilà, tout ceci s'est mêlé en moi, et en fait j'ai eu beaucoup de traitements, j'ai avalé 7 prises médicamenteuses par jour, et puis je dirais que les traitements, on a honte de prendre un peu ces cochonneries, on se dit, mais les traitements, ils servent à ça. Si on a une infection, on prend des antibiotiques. Je sais que j'ai été atteint par le Covid le 4 décembre et j'ai pris du paracétamol. Donc les traitements sont faits pour ça. Et du coup, pourquoi pas les anxiolytiques? Pourquoi ne pas basculer dans un autre monde? Je n'en avais jamais pris jusqu'à présent. Et l'effet a été miraculeux. Je pouvais dormir, je me levais moins angoissé. Et bon, voilà, donc les médicaments m'ont beaucoup aidé parce que, en fait, ça m'aidait à dormir le soir et à me lever tard le matin
parce que en me levant le matin, je rentrais dans une angoisse, alors que lorsque je dormais, j'étais dans mon monde heureux, quoi, entre guillemets. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai rencontré des psychiatres, des sophrologues, des spécialistes de l'EMDR. Alors, je ne sais plus trop ce que veut dire ce sigle, mais je sais que vous avez un crayon qui est devant vous et on vous fait basculer les yeux de gauche à droite pour oublier cette image horrible de mon épouse. J'ai du mal à dire pendue, je dis accrochée. J'ai du mal à, encore une fois, 12 ans après, de dire qu'elle s'est pendue. Et puis, j'ai découvert qu'il fallait parler. Et surtout, ne pas mettre le couvercle, je dis ça, hein, le couvercle de ces émotions, enfin, les couvercles sur la marmite de mes émotions, j'allais dire. J'étais soulagé de parler. Je parlais à tout le monde. Je suis allé acheter des chaussures. J'ai dit à la vendeuse de chaussures, j'ai perdu mon épouse. À la caissière du supermarché, à un prêtre, à qui voulait m'entendre. Et plus je parlais, plus j'avais l'impression que je sortais ce qui m'étouffait, quoi, quelque part. Écoutez-moi, je veux pas être triste tout seul. Voilà, donc euh, la parole aide beaucoup. Je suis beaucoup quand je vous disais que j'ai eu l'épisode de Covid le 4 décembre, j'ai dû passer 50 coups de fil pour dire j'ai eu le Covid. Ça me faisait du bien d'en parler. C'est ma nature. Et peut-être que quelque part ça m'a aidé à remonter la pente. Et puis euh, ce qui a été important pour moi, vous m'écoutez Là, toujours, je vous Olivier, je écoute suppose. toujours, bien évidemment, je vous écoute, je suis là. Parce qu'avec les communications, c'est des fois un peu Non, aléatoire. non, non, mais je n'ai pas à Trois vous mois plus tard, interrompre, je vous écoute. 3 mois plus tard, j'ai eu la chance j'ai une sœur qui m'a donné l'adresse de rentrer dans un groupe de parole. J'ai appris que dans toutes les grandes villes françaises, Lyon en est une, bien entendu, il existe des groupes qui sont sponsorisés par les mutuelles. Et donc il faut poser la question à sa mutuelle. Et donc c'est animé par une psychologue qui a regroupé dans ce groupe de parole des veuves et des veufs. Donc tous les mois, nous nous retrouvions par groupe de 7 à 10 personnes pour, parler de ce qui nous était arrivé. Et on savait que l'autre avec un grand A, l'autre qui était en face, nous comprenait parce il avait perdu aussi son conjoint. Je dis son conjoint parce que c'est curieux, encore une fois, je me suis retrouvé le seul homme, et l'homme, je crois qu'il a honte de pleurer ou il a honte de parler. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais il y avait 8 femmes et moi dans ce groupe. Oui. Et ça a duré 1 an. Tous les mois on se voyait. Bon, alors c'est vrai que j'étais le seul à avoir subi ce départ brutal, ce qui me rendait quand même un peu différent des autres. Mais on avait tous en commun la mort du conjointe. Les durées de deuil étaient différentes. Moi, ce qui m'intéressait, parce qu'à chaque fois, je disais, alors, au bout de combien de temps il y a une personne qui était en deuil depuis 3 ans, une autre depuis 5 mois, d'autres, etc. Et moi, j'étais très friand. Je disais, mais ça va se terminer quand, mon cauchemar? Est-ce que le temps va faire son effet? Donc, donc le parcours des uns et des autres m'a permis à chaque fois en sortant du groupe de parole de me sentir un petit peu plus léger. C'était presque devenu une drogue. Alors combiné encore une fois au psychotrope et aux professionnels que je voyais, j'évitais de rester chez moi et c'est bon. Je pense que c'est très très important de pas rester chez soi, de sortir, de pas rester dans un coin de son appartement ou de sa maison. Voilà. Donc, et puis, les groupes de parole sont dissous au bout de 12, 13, 14 mois à peu près. Certains vont jusqu'à 2 ans, mais c'est un peu plus difficile. Il y a des amitiés qui naissent, des complicités entre veuves, entre veuves. Du reste,
on est les 8 personnes, on a édité, enfin je sais pas si je peux me permettre, Olivier, mais on a édité un petit bouquin qui s'appelle Le deuil du conjoint, Bien sûr, vous pouvez vous permettre, aux, bien sûr. aux éditions Chroniques Sociales, qui est un éditeur lyonnais, donc Le deuil du conjoint, qui est coordonné par une dame qui s'appelle Anne Liu. Et chacun dedans a mis son témoignage, sa petite recette, ce qu'il a vécu, voilà. Et donc beaucoup de complicité. On était devenus très proches. On était contents de se retrouver. Et, et paradoxalement, le groupe était devenu assez joyeux quelque part. Et pour ma part, je me suis rapproché d'une personne qui avait également perdu son mari depuis un an. Et puis on a, je sais plus trop exactement comment ça a débuté, mais après un groupe de parole, on a dîné ensemble, on a fait quelques sorties, et puis on a partagé quelques loisirs, quelques voyages aussi, et d'un coup, je me suis senti moins seul. Alors pour moi, il n'était pas question de refaire sa vie. Du reste, je pense qu'on ne refait pas sa vie. Hein. Je comprends toujours pas ce terme refaire sa vie. Ouais, On ouais. la continue d'une autre manière, tout simplement. Hein. Et je me suis senti moins seul. Et partager des restaurants ensemble, des loisirs, des sorties, ça m'a permis d'un coup d'arrêter les traitements. Et on a continué, hein, ce groupe de parole, jusqu'à ce qu'il soit dissous. Et je sentais que quelque part j'en avais plus besoin. J'avais pratiquement tout dit, j'avais été écouté, voilà. Et puis j'ai commencé puisque j'avais pris ma retraite depuis quelques mois, à être bénévole, à aider les autres. Mais euh, j'ai pas pu aider ceux qui étaient en détresse. Je pouvais pas. Je suis rentré dans des associations de genre secours populaire ou quelque chose comme ça. J'ai peut-être un peu honte de dire que je pouvais pas, mais moi-même étant malgré le fait que ça commençait à aller mieux, j'étais malgré tout dans une détresse profonde. Hein. J'étais pas sorti d'affaire. Ça allait mieux. Et j'ai trouvé un bénévolat, on va dire, dans une mairie d'arrondissement de la ville, euh, entre guillemets un peu festif. On collait des étiquettes sur des enveloppes ensemble, on aidait à organiser des événements, mais je pouvais pas, encore une fois, en dehors du groupe de parole, côtoyer une personne dans le malheur. Donc, et puis par rapport aux amis, ça a été un peu compliqué. Mais ouais. Il y a toujours, malgré le fait que votre femme ait pris cette décision, ça a été compliqué vis-à-vis des amis. Parce que Oui. vous n'étiez pas du tout fautif dans tout cela. Donc, les amis auraient dû au contraire se réjouir pour vous. Ben, on se pose, enfin, oui, j'étais pas fautif, j'ai tout, enfin, j'estime avoir tout fait. On a l'impression de pas avoir tout fait quand même. Si bien que 2 ans avant de se supprimer, mon épouse se suicidait, elle manifestait beaucoup, beaucoup plus son mal-être qu'avant. Et elle m'avait dit, même au travail, je peux plus. Elle était infirmière de profession, mais elle avait basculé dans un service administratif qui faisait plus du papier que du contact avec le patient. Elle ne s'y reconnaissait plus. Et je lui avais dit, c'est pas grave. On peut vivre sur mon salaire, donne ta démission. Je lui avais fait même son courriel. Donc j'avais le sentiment d'avoir tout fait pour l'aider, mais on se dit, j'ai peut-être pas fait assez. Je sais pas, j'aurais dû lui proposer plein de voyages, plein de restaurants, mais je sais pas, que sais-je, lui acheter une voiture, enfin, je sais pas, j'ai tout essayé, mais honnêtement, quand vous avez une personne qui se casse un bras, une personne qui est cancéreuse, une personne ça se voit, mais une personne qui est dépressive, si ça se voit parce qu'elle m'en parlait, mais on ne sait pas quoi faire. On ne maîtrise pas la chose. Donc la culpabilité, je pense que je l'aurai jusqu'à la fin de ma vie.
Donc, de me dire: «J'ai fait, mais peut-être que j'aurais dû plus faire». Donc ça, c'est et pour en venir aux amis, alors effectivement, il y a ceux qui vous appellent tous les jours. J'ai eu des amis extraordinaires qui tous les matins étaient au rendez-vous, qui me passaient un petit coup de fil. Il y a ceux qui vous invitent, mais moi, ça me fait mal de les voir en couple. Même si, de temps en temps, ça me faisait du bien parce que j'étais la vedette d'un soir. On parlait de moi, on s'intéressait à moi. Donc, c'est assez paradoxal parce que j'avais un peu peur de voir des couples. J'en souffrais, mais encore une fois, j'étais content qu'on s'intéresse à moi. Il y a ceux qui vous envoient des cartes postales de leurs vacances en famille en disant on pense à toi. Non, c'est pas très malin. Alors, il y a ceux qui pleurent avec moi, qui disent j'aimerais pas être à ta place. Et là, je me dis ah, il a tout compris, c'est bien, je suis content de l'avoir. Il y a ceux qui disent alors ça va. Quelle question que répondre. Et puis, au fil du temps, moi, j'ai eu peur force de me voir triste, d'être plus attractif. Et c'est vrai que j'ai coupé avec beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. Et quelque part, je me demande si j'ai pas voulu changer de vie. J'ai en fait gardé peu d'anciennes connaissances au début. J'ai renoncé à beaucoup de gens. Et puis j'ai changé de quartier, j'ai changé d'activité, j'ai changé d'arrondissement. Et je suis presque parti à zéro, comme si j'avais voulu faire du passé table rase. Donc, une façon pour moi de dire, je change de maison, je change d'amis, je vous ai dit qu'on refait pas sa vie, mais je l'ai continué d'une autre manière, Mais vous d'une avez autre manière. très bien fait. Vous avez très bien fait, Jacques. Vous avez parfaitement mené cela. C'est recommencer. C'est un peu l'entourage, hein, quelque part, qui vous a, enfin, en tout cas, certains éléments de votre entourage qui ont dû vous, vous faire naître, en tout cas, l'idée d'un recommencement et d'une renaissance, quelque part. Euh, C'est ça. Parce que je pense que, et je le disais hier soir, on sent, lorsque vous évoquez ce moment terrible où vous perdez votre femme, seuls vous et vos enfants savent combien ce moment-là est d'une violence inouïe, une violence dans l'acte, bien évidemment, de se donner la mort, mais aussi une violence dans la tristesse, le désarroi, la perte. Euh, Parce qu'on est là, on est témoin en direct d'un acte violent. Donc du coup, euh, personne ne sait ce que vous avez vécu et personne ne peut l'imaginer. Donc le fait de tout à coup redécouvrir de la tendresse, redécouvrir sans doute des moments légers, des moments d'amour, des moments de partage, des moments de voilà de doux avec cette femme, Qu'on s'interdit. et que vous vous êtes interdit longtemps à mon avis, mais Oui, c'est c'est magnifique et moi je vous dis mille fois que vous avez raison, que vous avez eu raison de vous laisser porter un moment de lâcher prise, parce que le suicide aussi a ce pouvoir de vous maintenir aussi dans une culpabilité éternelle. Hein, si j'avais été là, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, et si j'avais vu. Mais non. c'est Vous ça. savez, je suis particulièrement touché par cette question. Je ne sais pas si vous le savez, mais bon, je vous le dis. Et c'est quelque chose de terrible et vraiment pour arriver à se soigner, arriver à s'extirper de tout ce questionnement, de toute cette culpabilité et de toute cette violence, hein, se laver de toute cette violence, Oui. c'est un chemin long, long. Vous savez ce qui me soulage quelque part dans toute cette violence qu'on ne souhaite pas à son pire ennemi. C'est Non, vraiment non. épouvantable. Et encore une fois, j'ai dû, pardonnez-moi d'insister, mais j'ai dû la décrocher, quoi. Oui, C'est oui, non, mais c'est. épouvantable, Mhm. épouvantable. J'entends encore
le corps qui tombe par terre sur le parquet. La seule chose qui me soulage, c'est que je me dis elle en a fini avec l'épreuve, c'est qu'elle n'était pas bien et qu'elle est. Alors moi, c'est vrai que je suis croyant et je me dis maintenant elle est bien. C'est la seule chose qui me permet de refermer la cicatrice. Elle sera toujours là, la cicatrice, mais elle me fera moins souffrir. Je me dis elle souffre plus. Elle Elle sera souffre plus. toujours là, mais aujourd'hui, plus fort que tout. Vous êtes, Jacques, plus fort que tout parce que vous avez su, grâce à l'amour, à votre caractère, Mm, à mm. tout ce qui fait de vous le Jacques qu'on entend ce soir, eh bien, ça a fait de vous un homme fort et un homme qui sait, qui, je l'entends, a pris du recul sur tout ça. Donc, mais ça ne disparaîtra jamais complètement. Mais vous, vous le vivez autrement aujourd'hui. C'est sans doute quelque chose qui vous est plus, comment dire, vous le regardez avec plus de hauteur. Et vous avez compris sans doute certaines choses. Et il est vrai que je me sens meilleur et je me sens presque bon. C'est-à-dire que j'aide beaucoup de personnes autour de moi qui sont dans des Oui, souffrances, oui. bon, Ben, principalement financières. vous avez traversé l'épreuve et vous savez, comme je le disais hier soir, vous savez ce que c'est. Et quand on sait ce que c'est, on a une manière différente de l'aborder. On va conclure juste après l'info, d'accord, Jacques? On se retrouve tout de Oui, suite. À tout de suite. entendu. 23 heures passées de 4 minutes, vous êtes sur votre libre antenne, c'est-à-dire que vous êtes chez vous, chers amis, puisque jusqu'à 1h du matin, vous pouvez nous appeler au 3921. Natacha, Florian et Jean-François vous attendent en régie et peut-être aurons-nous le plaisir d'échanger ensemble. Pour l'instant, nous sommes avec Jacques qui nous a raconté cette épreuve du suicide, du départ de son épouse et puis ce chemin, Jacques, que vous avez parcouru étape par étape. Je dis étape par étape parce qu'on a bien entendu chacune de ces étapes et chacune de ces étapes qui doit être respectée, je dirais, dans le temps euh, dont on a besoin pour assimiler tout ce que vous avez dû assimiler de ce départ, mais des conditions de ce départ, de la violence de ce départ et la redécouverte de l'amour. Vous êtes toujours avec euh, cette femme que vous avez rencontrée aujourd'hui? Oui, oui. C'est génial. Oui, tout à Oh, fait. Donc, quand on a 33 ans de mariage, chacun de son côté, voilà, chacun continue sa vie, mais c'est vrai que de partager bah, des loisirs, encore une fois, pourquoi pas, dans le fond. Hein, parce qu'au départ, c'est vrai que, en plus de la culpabilité dont je vous parlais, de ne peut-être pas avoir fait assez pour mon épouse, il y avait aussi cette culpabilité de me dire non, je vois pas pourquoi tu serais heureux quoi, après un drame pareil. Donc là, ça me permet quand même de partager les loisirs, c'est assez extraordinaire et de plus se sentir seul, hein, même si on a des soirées seules, bon. Mais par contre, alors j'ai omis de vous parler de mes filles. Parce que ça a été un petit peu compliqué quand même quelque part. oui. Et on n'a pas, je sais pas, c'est une forme de pudeur qui s'installe par rapport à ce type de drame peut-être brutal. On n'a pas échangé. On n'a pas échangé. Euh, on- elles n'ont pas parlé. Et autant je parlais à la terre entière, autant je n'ai pas parlé avec elles. Et autant elles n'ont pas parlé avec moi. Alors elles ont perdu celle qui les a mises au monde. Et dans un foyer, je suis persuadé que c'est la mère, c'est la maîtresse de maison, on dit bien la maîtresse de maison, qui fédère la famille, qui invite, qui organise, qui est l'âme du foyer. Le père, en tout cas c'était mon cas, j'en faisais moins, j'étais moins le lien entre tout le monde. Et quand l'âme de la maison disparaît, pour moi c'est la famille qui éclate. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je relativise parce que nous sommes encore très proches, mais je peux pas être le père et je peux pas être la mère en même temps. Donc on est forcément un peu éloignés
j'ai des petits-enfants que je peux difficilement garder ensemble, des très petits-enfants. Si on était en couple, on pourrait le faire, on pourrait s'en occuper plus. Et au début, j'ai commis une erreur, c'est que j'allais me réfugier. Vous savez, on fait pas tout bien hein, quand il nous tombe ça sur la tête. Hein. J'allais me réfugier chez une de mes filles, qui habitait pas très loin de chez moi, quelques après-midi pour ne pas rester seule. Il faut dire que mes filles étaient en couple. Et je me disais, elles ont de l'avantage sur moi, c'est qu'elles sont en couple. Enfin, elles peuvent être soutenues quelque part. Et j'ai oublié qu'elles étaient en souffrance. Je sais pas comment expliquer ça. Et j'ai surtout oublié que les enfants, ils veulent pas, ou ils n'aiment pas voir leurs parents souffrir ou pleurer. Quelque part, ça les agace, ça les énerve. Oui, oui. Je sais pas comment expliquer ça. Les parents, ils sont là pour consoler, mais pas l'inverse. Et c'est assez curieux parce que quand j'ai annoncé à une de mes filles que j'avais rencontré une amie dans le groupe de parole, elle a été soulagée, presque contente. Donc preuve elle voulait pas me voir souffrir. Mais je croyais que mes filles étaient fortes car elles étaient encore une fois en couple, moi seul, et bêtement je me disais elles ont plus de chance que moi. Et on n'a jamais j'ai trouvé tous les soutiens chez les professionnels, dans le groupe de parole, chez certains amis, mais avec mes filles, s'est installée une forme de pudeur qui a fait que même 12 ans après, c'est un peu tabou chez nous. C'est un peu tabou. On va pas plus loin. On a presque honte d'en parler. Quelque part, je le ressens comme ça. Je ressens comme ça. Écoutez, Que faire ouais. encore une fois, je pense que tout cela est une question de temps, de tempo. On n'a pas tous le même tempo face à ce type d'épreuve. Et puis, on n'a pas la même nature, voyez-vous. Donc, on n'a pas le même positionnement non plus. Vos enfants n'ont pas le même statut que vous. À leurs yeux, il y a sans doute beaucoup de choses qui diffèrent de votre regard à vous. Donc, ces choses-là prennent du temps parce que ce type de départ, bien évidemment, crée des nœuds. Hein, c'est quelque chose qui va à contre-nature. Donc, c'est une épreuve qui fait beaucoup de dégâts et vous avez su être patient, donc vous allez savoir l'être encore, mon cher Jacques. D'accord ? Oui, oui, oui. Écoutez, j'espère que mon témoignage servira aux veufs qui m'ont entendu. Et surtout, je voudrais leur dire qu'une porte peut s'ouvrir. Et forcément, il y a une porte qui s'ouvre, une porte vers l'espérance, à condition de se lever, de sortir du trou, mais forcément, elle va s'ouvrir. Donc il faut toujours garder espoir et espérance. C'est un peu la conclusion de mon témoignage, mon cher Olivier. Merci beaucoup en tout cas, Jacques, et Merci à vous pour passez votre une écoute. bonne soirée.